Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Oh, c'est la tuile, ça. Oh, c'est la tuile. La manière de faire la guerre et les armes qui y sont employées sont souvent l'extension d'une société, c'est-à-dire sa manière de fonctionner, sa manière de penser, sa manière de s'équilibrer. Et le Moyen-Âge est une période particulièrement intéressante sur le sujet. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la fin de la période, le XIVe et XVe siècle, où la société féodale entre en crise. La société se modernise dans son ensemble, y compris la manière de faire la guerre et les technologies qui y sont employées. Et pour s'y intéresser aujourd'hui, on va s'appuyer sur un élément de la culture populaire très récent, Kingdom Come Deliverance 2, qui est sorti cette année, et qui tente de nous proposer un Moyen-Âge plus coloré, plus équilibré, plus réaliste, comme il l'avait fait avec le premier opus sorti en 2018. Donc on va mettre à l'épreuve ses prétentions aujourd'hui, et on va surtout plonger dans la période à travers le prisme de la guerre et des armes. On commence avec les bêtes noires de l'église au Moyen-Âge, les armes de jet. Et à ce niveau-là, on a deux nouveautés qui manquaient crucialement au premier Kingdom Come. On va démarrer avec la nouveauté la plus importante que sont les arbalètes. Bien que l'arbalète ne soit pas native de la période médiévale, c'est à ce moment-là qu'elle va connaître son âge d'or. Pourtant, on en a depuis très longtemps. Si on regarde côté chinois, on en a depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. On en a en Europe depuis le 5e siècle avant JC, notamment avec les fameuses gastrafètes grecques.
Puis on en retrouve plus tard dans l'Antiquité, notamment dans l'iconographie romaine du IIe siècle après Jésus-Christ. Et là, on a des arbalètes qui ressemblent déjà beaucoup plus à ce qu'on aura plus tard au Moyen-Âge. Pour ce qui est de leur utilisation au Moyen-Âge, elle fait débat parmi les historiens. Certains pensent que les arbalètes étaient encore présentes dans les contextes de chasse, mais quoi qu'il en soit, elles font leur réapparition à la guerre à la fin de la période capétienne, et elles vont énormément se développer au XIe siècle, à la chasse comme à la guerre. Et puis ensuite, au Moyen-Âge, on va diversifier leur usage et leur forme, et puis au XVe siècle, on est vraiment au moment où on va le plus les utiliser et où on va exploiter le plein potentiel en termes de puissance et de diversité des arbalètes, quel que soit le contexte. Dans Kingdom Come Deliverance 2, nous sont proposés 3 modèles d'arbalètes. On va d'abord s'intéresser à la première, qui est un modèle extrêmement simple, qu'on retrouvait déjà au Moyen-Âge. Ce genre de modèle, c'est ce qu'on retrouvait un peu plus tôt au Moyen-Âge, au XIe et XIIe siècle par exemple, l'arbalète charavine, qui comme dans le jeu, se charge depuis la hanche. On va venir tirer la corde pour la placer sur une encoche, une arbalète qui était utilisée à la chasse et à la guerre, et qui était utilisée conjointement avec un autre type d'arbalète manuelle, qui elle était plus puissante, donc qui nécessitait d'être chargée depuis le sol. Il fallait placer l'arc au sol, caler ce dernier avec ses pieds, tirer la corde avec le dos et venir la mettre sur un crochet qu'on appelle la noix, qui était relié à un système de queue de détente, lui, un peu plus robuste que l'arbalète à encoche. Ce genre d'arme, dans tous les cas, était limité par la puissance du tireur. Donc la puissance des arbalètes, elle, se mesure en livres, comme pour les arcs. L'arbalète qu'on retrouve dans le jeu, qui au XVe siècle est plus utilisée pour la chasse ou à la limite comme arme de guerre improvisée, est très limitée. On est autour des 50 livres, alors que l'arbalète de guerre du XIe, XIIe siècle, qui se charge depuis le sol, elle va tourner plus autour des 100, 150 livres. Malgré tout, on reste dans la fourchette basse de puissance pour ce qui concerne les arbalètes. On va vouloir améliorer ces armes-là et dès le XIIe siècle, on va voir apparaître sur nos arbalètes un étrier qui va permettre de mieux la stabiliser au sol et à la même période, un long crochet à la ceinture de l'arbalétrier qui va permettre aux soldats de tirer la corde de plus haut et donc d'avoir plus de force. Sur nos anciens modèles, on avait des arcs de bois, mais aussi des arcs composites. Les arcs composites étant composés de bois et de cornes sur plusieurs couches, ce qui va permettre d'avoir plus d'élasticité et aussi plus de puissance. Et ces nouvelles arbalètes, armées grâce au long crochet, vont pouvoir utiliser des arcs composites plus puissants. Les arbalètes vont monter au-delà des 300 livres, donc tirer beaucoup plus loin, et pour beaucoup être capables de percer les cottes de mailles. Au XIVe siècle, les techniques de guerre vont évoluer, les armures, elles aussi, vont évoluer, et on va voir apparaître de plus en plus de plaques sur le corps de l'homme d'armes, et on va donc vouloir gagner en puissance sur les arbalètes, et il va donc falloir mécaniser ces dernières pour obtenir plus de puissance. L'un de ces systèmes, c'est celui qu'on retrouve dans Kingdom Come Deliverance, c'est l'arbalète à pied de biche ou pied de chèvre comme on le disait au Moyen-Âge, un système assez simple, il suffit de positionner son pied de biche dans l'écran pour armer l'arbalète, un système qui permet d'avoir plus de force, donc là on va pouvoir utiliser des arcs composites qui montent largement aux 400, 500 livres, voire 600 livres sur certains modèles. Ces arbalètes-là sont relativement simples d'utilisation, donc assez rapides. On tourne toujours en moyenne autour des 4 carreaux par minute. Et vers 1400 apparaît une autre amélioration de l'arbalète, l'arc en acier, qui lui va permettre de développer encore plus de puissance. On a sur les arbalètes à pied de biche parfois des arcs en acier, mais pour exploiter le plein potentiel de l'arc en acier, il va falloir mécaniser davantage l'arbalète. Et c'est là qu'intervient le dernier système qu'on a dans Kingdom Come, l'arbalète à moufle. L'arbalète à moufle, donc c'est un système de manivelle. On avait un peu plus tôt, au XIIIe et XIVe siècle, des systèmes de manivelle, mais pour des arbalètes très très grosses, les arbalètes à tour, qui étaient des armes de siège ou de défense de place. Et là, pour pouvoir exploiter nos arcs en acier, eh bien, on a miniaturisé ce système de manivelle. Évidemment, il est différent, mais dans le principe, on l'a miniaturisé. Et on se retrouve avec un boîtier que l'on va venir installer au bout de l'arbrier, puis on a des cordes reliées à des crochets qu'on va attacher sur notre corde d'arbalète. On active ensuite nos manivelles. Une fois l'arme armée, on va dérouler nos cordes, retirer les crochets, retirer le boîtier, placer notre carreau, et là, on est prêt à tirer. C'est un système qui va permettre d'avoir des arbalètes à la puissance démesurée. On va parfois dépasser les 1000 livres, 1200 livres sans problème. On a des armes qui peuvent tirer à plus de 250 mètres, qui peuvent percer certaines armures de plaques. D'ailleurs, au XVe siècle, les armures vont s'améliorer pour pouvoir résister à ces projectiles d'arbalète, et le fait de résister aux arbalètes deviendra alors une norme de qualité pour les meilleures armures.
Mais cette puissance a un coût, c'est un coût temporel. Ces arbalètes sont très longues à charger. On est sur 1 à 2 coups par minute, même pour un arbalétrier très bien entraîné. Et c'est ces arbalètes-là qui ont donné la réputation de lenteur aux arbalètes. Ce genre de système nécessite d'être manié en équipe. C'est ce qui va nous permettre de nous intéresser à la nature du métier d'arbalétrier. On voit souvent dans les livres d'histoire un peu douteux ou alors dans la culture populaire l'arbalète comme une arme de pauvre, extrêmement simple à manier, une arme de paysan, alors que l'arc, lui, nécessite des années d'entraînement, ce qui est vrai, mais l'arbalète en réalité est une arme de guerrier d'élite. C'est un objet coûteux, à acheter comme à entretenir, surtout avec le temps. Plus on mécanise l'arbalète, plus on a de pièces en acier, plus on a besoin de pièces solides. Donc vraiment c'est un objet très cher, l'arbalète, qui est manié par des professionnels, des guerriers d'élite, très bien payés, très bien entraînés, qui sont souvent dans les gardes d'élite royales. On peut penser à l'Hôtel Royal de France, où on a des arbalétriers dès le XIIIe siècle, même dès la fin XIIe, les groupes de mercenaires prestigieux, comme les arbalétriers génois, et nos arbalétriers fonctionnent en équipe. L'équipe la plus célèbre, ça va être le duo pavoissier-arbalétrier, le pavoissier étant un soldat qui porte un grand bouclier. Au XVe siècle, c'est un grand bouclier rectangulaire que l'on va venir placer devant l'arbalétrier pour que ce dernier puisse recharger à l'abri des projectiles ennemis. Et puis, avec les systèmes un peu compliqués comme l'arbalète à moufle, de plus en plus souvent, on va voir un troisième membre d'équipe se greffer au duo, le rechargeur. Donc les arbalètes manquaient cruellement au premier opus, puisqu'au XVe siècle, c'est le moment où on les utilise le plus, surtout en Europe de l'Est, où on a les principaux producteurs d'arbalètes en Europe. On peut penser aux Teutons, un peu plus au nord de la Bohême, qui sont les premiers producteurs d'arbalètes à cornes à ce moment-là, la Pologne, qui en produit plusieurs milliers par an, le Saint-Empire romain germanique, et la Bohême elle-même, qui n'est pas très loin derrière. Dans leur usage, les arbalètes étaient évidemment utilisées sur les champs de bataille. On peut penser à Tannenberg en 1410, une bataille qui se déroule un petit peu après Kingdom Come, mais dans les sources, on les retrouve surtout dans les défenses de place où elles étaient extrêmement efficaces. But deliver us from evil. L'autre nouveauté de ce Kingdom Come Deliverance, ce sont les armes à feu, qui sont aussi une nouveauté pour la période médiévale. La première recette de poudre à canon qu'on a, elle vient de Chine, en 1044, et elle servait alors à faire des projectiles fumigènes, incendiaires, à faire des explosifs, et son usage va se développer surtout au XIIIe siècle sous les Yuan, donc la dynastie mongole chinoise, qui vont l'utiliser pour les mêmes raisons, explosifs, incendiaires, fumigènes, mais qui vont aussi faire les premiers canons qui vont servir à propulser des flèches. À la même période, la recette de la poudre fait son bonhomme de chemin jusqu'en Orient. On la retrouve à Damas au milieu du XIIIe siècle. Puis, selon certains historiens, ce sont les Italiens qui vont l'amener en Europe. Puis la première recette européenne que l'on a, elle date de 1267, sous la plume de Roger Bacon. Pourtant, son usage sourcé est bien plus tardif. La première enluminure qui représente une arme à feu, d'ailleurs bien curieuse, date de 1321. Première utilisation, on suppose, lors de la guerre de Metz en 1324. Et la première utilisation en race campagne, c'est à la bataille de Crécy en 1346. On continue ensuite à les utiliser. Les canons font plus de peur que de mal au début, mais on en voit le potentiel, donc on décide de continuer à les développer. Et dès les années 1370-1380, on les retrouve dans la plupart des arsenaux des grandes puissances européennes. On expérimente alors différentes tailles de canons, différents projectiles, du fer, du plomb, de la pierre pour les plus gros calibres, et on va retrouver dès le XIVe siècle des canons transportables à la main et utilisables à la main. Et ce genre de petits canons va surtout se développer au début du XVe siècle. Et la Bohême, à ce niveau-là, a une histoire plutôt intéressante. En Bohême, peu de temps après l'histoire de Kingdom Come, va éclater une révolte, la révolte hussite, qui est une révolte contre l'Église catholique. Et ces guerriers hussites, menés par un certain Jan Žižka, qui est l'un des protagonistes de Kingdom Come Deliverance 2, vont se battre d'une manière bien spécifique sur les champs de bataille pour pouvoir résister à des armées plus nombreuses et mieux équipées. Ils vont se battre derrière des chariots, et dans ces chariots vont se tenir des guerriers équipés d'arbalètes et de tubes à feu qui vont être extrêmement efficaces même contre les meilleures armées d'Europe. Et dans le jeu, ce sont les hommes de Jan Žižka qui nous introduisent aux armes à feu, et ce n'est pas le seul clin d'œil au mouvement hussite dans le jeu qui est constamment présent à travers les dialogues avec les personnages ou alors dans l'univers.
les modèles qu'on va avoir dans Kingdom Come, ça va être ce qu'on va avoir surtout dans les années 1420, donc des petits canons montés au bout d'un manche, qui s'utilisent véritablement comme un canon, c'est-à-dire que le chargement, qui est d'ailleurs assez bien représenté dans le jeu, quoique un peu simplifié, vous mettez votre poudre, votre bourre, votre balle, vous tassez le tout, et pour la mise à feu, c'est comme sur un grand canon. On a, côté tireur, un petit trou qu'on appelle la lumière, qu'on amorce avec de la poudre, et on y met le feu avec une mèche ou un tison. Et dans le jeu, on va aussi retrouver des canons, évidemment, bien que ce ne soit pas le sujet de la vidéo, on peut quand même saluer l'effort historique qui est fait à ce niveau-là. On va notamment retrouver un grand canon, qui est nommé, je crois, le Doigt de Dieu, et ce canon va avoir des effets dévastateurs sur le château dans lequel on se trouve, et c'est en effet à cette période-là, début 15e, que les canons deviennent efficaces dans les sièges, véritablement, et c'est à ce moment-là qu'on va leur donner des noms propres, comme on le faisait auparavant pour les trébuchets. Le dernier type d'arme de jet qu'on va retrouver, ça va être les arcs, qui étaient déjà présents dans le premier opus. Les arcs ont vu un service très étendu durant l'histoire, on en a depuis la préhistoire, on en verra dans des contextes de guerre jusqu'à la Renaissance. Et là, on en a deux types principaux, les arcs monoxyles et les arcs à double courbure. Les arcs monoxyles, donc c'est les arcs en un seul bloc, on a là des arcs longs et des arcs un peu plus courts, qui sont de chasse ou de guerre. Les arcs de chasse au Moyen-Âge avaient une puissance entre 40 et 80 livres, et les arcs de guerre entre 80 et 120 livres. Les plus célèbres, ce sont sans nul doute les arcs longs, qui sont utilisés par les Anglais avec une grande efficacité pendant la guerre de 100 ans. On va aussi retrouver des arcs à double courbure, qui sont de loin les arcs les plus utilisés de l'histoire. On en rencontre presque partout dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, eh bien, les Carolingiens en utilisent, surtout après leur campagne contre les Avars. Et là, leur présence est justifiée par leur utilisation par les guerriers Coumans, qui sont une peuplade originaire d'Asie centrale, qui se sont installés en Europe au XIIIe siècle et qui sont là des mercenaires au service du méchant dans le jeu, Sigismund. Donc là, dans ce Kingdom Come, on a le panel des principales armes utilisées à la fin du Moyen-Âge. On en avait d'autres, comme les frondes ou les javelots, mais vraiment là, on a le cœur des armes de jet de la période médiévale. You know the trouble with an adventurous life? It can end before it gets started. Quittons un instant les armes du diable pour nous intéresser à des armes plus nobles, les armes de la chevalerie, les stars de la période médiévale, les épées. Alors, les épées, on en a depuis que l'homme maîtrise la métallurgie à peu près correctement. Ça a toujours été des objets de prestige coûteux en raison du prix des matériaux de fabrication et des techniques employées, des objets avec une haute valeur symbolique. Et c'est encore le cas au Moyen-Âge. C'est l'arme de la chevalerie, c'est l'arme de l'aristocratie. Elle est utilisée pour les grandes cérémonies, les adoubements, le sacre du roi de France. Mais à la guerre, ça n'est pas pour autant l'apanage de la noblesse. Les combattants, cavaliers comme piétons, qui ont les moyens de s'en payer, peuvent les utiliser. En revanche, dans le civil, le port de l'épée, lui, dans la plupart des cas, est réservé à la noblesse. On va d'abord s'intéresser aux épées qui dominent dans l'histoire et qui sont le plus utilisées au Moyen-Âge, les épées à une main, qui souvent se manient avec un bouclier. Ces épées, à l'origine, au Moyen-Âge, descendent des spafas germaniques. Elles en gardent longtemps la forme, avant d'évoluer vers la fin du Xe et surtout au XIe siècle, où elles vont adopter deux quillons bien plus longs, et l'épée va alors prendre sa forme de croix, si caractéristique du Moyen-Âge. L'épée est un outil extrêmement efficace de taille comme d'estoc. Ça va être une arme très polyvalente, mais qui va demander un certain savoir-faire pour être maniée correctement. Les épées vont beaucoup évoluer à la fin du Moyen-Âge, dès la fin du XIIIe, mais surtout au XIVe siècle. Les épées vont avoir tendance à s'élargir à la base de la lame, devenir plus pointues, et au début du XVe siècle, on a une grande variété de types de lames. Dans Kingdom Come Deliverance, cette variété est très bien représentée. On a des épées à une main classiques, qui font autour des 1 mètre, avec une lame d'à peu près 70 cm, une gouttière centrale qui va assurer la flexibilité de la lame et permettre de retirer aussi du poids sur l'épée. Donc on est sur des armes assez légères qui font entre un petit peu moins d'1 kilo, parfois un petit peu plus d'1 kilo. On a aussi ces fameuses lames plus triangulaires qui elles aussi possèdent des gouttières, qui sont des armes parfois plus courtes, aux alentours des 95 cm, 1 mètre, qui sont elles aussi très légères. Et on a un autre type d'épée représentée,
ce sont les épées avec des sections en losange. Donc ce genre d'épées, elles sont apparues au XIVe siècle, elles sont souvent très triangulaires, et en fait on va supprimer la gouttière centrale au profit d'une arête extrêmement rigide qui va être très efficace dans les combats en armure, contre les protections souples et pour aller chercher un petit peu les failles de l'armure. Ce genre d'arme était très apprécié par les hommes d'armes à cheval surtout, et on va avoir des lames évidemment plus lourdes. Là on est aux alentours des 1,4 kg, 1,5 kg pour des armes qui font en moyenne 95 cm. Mais l'évolution la plus connue à la fin du Moyen-Âge de l'épée, c'est l'apparition de l'épée longue ou épée à une main et demie que l'on voit dans la culture populaire à tort et à travers, alors qu'elle n'apparaît vraiment qu'à la fin du Moyen-Âge. Ce genre d'épée, même si on en a de manière un peu anecdotique et intrigante au Moyen-Âge central, on les retrouve surtout à la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle. Et à l'origine, selon l'historien Nicolas P. Baptiste, ce sont des épées de cavalerie. En raison de la longueur de leur lame, ça va être beaucoup plus pratique d'atteindre les gens en contrebas. Et avec l'apparition de plus en plus de plaques d'armure sur le corps de l'homme d'armes, ce dernier va pouvoir se passer de bouclier lorsqu'il se bat à pied, et certains vont décider, dès le XIVe siècle, d'adopter ce genre d'épée dans les combats à pied, et on va avoir toute une escrime qui va se développer autour de ce genre d'armes, en armure comme en civil, et ça va devenir une arme très à la mode à la fin du Moyen-Âge. L'épée à une main et demie est une arme très polyvalente dans les mains d'un homme d'armes, elle est très efficace contre les combattants moins protégés, elle l'est aussi contre les combattants en armure, et ça fait d'ailleurs de cette arme-là une arme antilorique, c'est-à-dire capable de mettre en échec les armures. Pour cela, il faut utiliser des techniques d'escrime bien particulières, notamment la demi-épée, où l'homme d'armes va venir tenir sa lame dans la main, ce qui va lui donner plus de précision pour aller chercher les failles de l'armure et au corps à corps se servir de son arme comme d'un levier. Au début du XVe siècle, l'épée longue est à la mode dans toute l'Europe, évidemment dans les armées mais aussi dans le civil, où c'est une arme de défense mais aussi une arme sportive très appréciée. Elle est à la mode aussi dans les rituels, puisqu'elle va remplacer progressivement les épées à une main qu'on retrouvait avant. Et dans Kingdom Come Deliverance, on va retrouver la variété des modèles qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Et comme pour les épées à une main, on a des épées avec des gouttières, évidemment, on a des épées avec des sections en losange. Alors en termes de dimension, ces épées longues font entre 1,10 m et 1,30 m, en fonction de la taille du porteur et de ses besoins. En termes de poids, pour les épées avec gouttières, comme celle-là par exemple, on est entre 1,4 kg et 2 kg grand maximum. Les épées longues sont des armes très techniques qui feront l'objet de nombreux traités dès le XIVe siècle et qui seront des armes de sport extrêmement prisées par la noblesse comme par la bourgeoisie. Et à l'heure actuelle, ça reste l'arme favorite des pratiquants d'arts martiaux historiques. Looks like you know how to use a blade. Fighting Turks will teach you that. Hungary? Kosovo. Bon, les épées ne sont pas les seuls types de lames qu'on va retrouver dans l'attirail du combattant médiéval. On a notamment dans Kingdom Come des fauchons. Alors le fauchon, pour définir, c'est un peu l'enfant bâtard d'une machette et d'une épée. On a en fait une forme d'épée avec une lame très évasée. Ce genre d'arme se développe surtout au XIIIe siècle. On en a des versions à une main, des versions à deux mains. Ce sont des lames de coupe extrêmement efficaces qui font des dégâts terribles sur les combattants non protégés ou avec des protections souples. Mais par contre, ce sont des lames très fines. Donc on a des armes assez légères qui tournent autour des 1 kg, mais qui ne sont pas faites pour frapper contre même les côtes de mailles, ni contre les armures. Et elles s'abîmeraient très vite dans ce genre de situation. Au XIVe et XVe siècle, les fauchons évoluent. Beaucoup adoptent une pointe. Beaucoup deviennent plus fins et ressemblent alors plus à des sabres, mais on reste sur des lames assez fines qui ne sont pas très efficaces contre les armures, contrairement à ce que l'on peut observer dans le Beour moderne, où les combattants se servent de leurs fauchons comme des petites masses d'armes, parce que les fauchons de Beour, contrairement aux fauchons historiques, sont plus lourds, plus épais, et donc peuvent être efficaces pour donner des chocs dans les combats en armure, ce qui n'est pas le cas des fauchons historiques. Et dans les lames de ce genre-là, on va retrouver à cette période-là des couteaux très longs, comme le célèbre Messer, ou encore dans Kingdom Come, le basellar. Alors le basellar, à la base, c'est une dague fabriquée à Bâle, en Suisse, qui fait partie intégrante de l'économie des villes suisses, qui a aussi été fabriquée en Allemagne du Sud, en France, et certains modèles historiques vont se rapprocher des 70 cm, 1 mètre, et c'est le genre de modèle qu'on retrouve dans le jeu qui ressemble à une petite épée. Le basellar, lui, est caractérisé
par cette forme de double T au niveau de la poignée, où on a la garde et le pommeau qui, chacun de leur côté, forment un T. Mais le type de lame le plus présent de l'histoire et de la période médiévale, ce sont les dagues et les couteaux qui sont présents partout dans Kingdom Come Deliverance 2. Ces armes sont très intéressantes car elles occupent une place de premier plan dans le monde militaire comme dans le monde civil. Dans le monde militaire, c'est une arme qui équipe aussi bien les chevaliers que les combattants non nobles. Les chevaliers, eux, au XVe siècle, vont porter des dagues, souvent des dagues à rouelles ou alors d'autres modèles comme les dagues à couillettes, qui ont souvent des lames à section triangulaire ou alors à section en losange, des lames très aiguës qui vont leur servir de backup au moment où ils rentrent au corps à corps contre d'autres hommes d'armes. Cela va leur permettre d'aller chercher les failles de l'armure et de soumettre leur adversaire ou de le mettre hors d'état de nuire. Pour les piétons, on va aussi retrouver des dagues ou des longs couteaux qui vont leur servir d'armes de dernier recours, qui vont leur servir à faire des prisonniers ou à s'en débarrasser. Dans le monde civil, le port de la dague et du couteau permet de s'intéresser aux lois de port d'armes au Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, on a des règles de port d'armes, on a des permis de port d'armes, et on a des règles extrêmement spécifiques qui varient évidemment d'un royaume à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, qu'on soit en ville ou à la campagne, de jour ou de nuit, mais on a des règles très précises. Alors, pour la noblesse, évidemment, on a plus de droits. On a vu qu'on avait le droit au port de l'épée, on a aussi le droit de porter les dagues, parce que les dagues, dans la majorité des cas, sont considérées comme des objets purement militaires et sont parfois réservés à la noblesse. Et dans Kingdom Come, c'est d'ailleurs très bien représenté. On voit les personnages importants comme Hans Capon ou Liechtenstein porter des dagues à rouelles à leur côté, ou alors d'autres personnages porter encore une fois des dagues à couillettes, qui elles aussi étaient présentes à la ceinture des nobles. Pour ce qui est des civils, quand la dague est interdite, ils vont se rabattre sur des couteaux. Le couteau est évidemment à la base un outil, mais là, dans les dimensions qu'on retrouve à la fin du Moyen-Âge, ce sont clairement des armes de défense. La législation va surtout concerner la taille du couteau lorsqu'on le porte. Donc souvent, on a des lames entre 20 et 30 cm, parfois 40, et au-delà de ça, si vous vous baladez avec une lame trop longue, vous pouvez prendre une amende. Il y a évidemment des exceptions et même des permis qui sont délivrables par le châtelain ou l'autorité en place si vous en avez le besoin ou les moyens. Mais généralement, on doit se conformer à ces tailles réglementaires. Vous avez aussi des conditions d'utilisation. La nuit, dans beaucoup de villes, vous n'avez pas le droit de porter votre couteau. À la campagne, vous avez souvent plus de droits qu'en ville, et on a des cas dans les textes de campagnards qui se font arrêter en ville avec leurs armes du quotidien. Et évidemment, vous avez un usage très restreint de ces armes-là. Vous n'avez pas le droit de dégainer votre arme devant quelqu'un pour le menacer, cela va de soi. Vous êtes obligé pour l'utiliser d'avoir un motif de défense valable. Pour ce qui est du port d'armes pour les citoyens normaux dans le jeu, on a quelque chose de beaucoup plus souple. En ville, on va rencontrer beaucoup de monde avec des épées. Alors souvent, on va remarquer que c'est des marchands, ça va être des bourgeois, évidemment des nobles. Pour ce qui est du reste des civils à la campagne, on a beaucoup de monde avec des couteaux très très longs qui sont appelés épées de chasse dans le jeu, dont certains modèles sont d'ailleurs trop tardifs pour la période du jeu. Mais on a aussi beaucoup de monde avec des masses d'armes et des haches. Alors, dans mes recherches, je n'ai pas croisé grand-chose sur la Bohème, mais peut-être qu'à cette époque-là, les Tchèques ont autant de liberté sur le port d'armes qu'à l'heure actuelle. Et dans ce cas-là, grand bien leur en face. I'd have a use for that turnip. But I can only pay for it with iron. L'arsenal médiéval ne se limite pas aux lames, que ce soit des fauchons, des épées ou des couteaux. On a évidemment, surtout au XVe siècle, une grande variété d'outils, et notamment des armes de choc. La première qui va nous intéresser, c'est l'arme la plus primaire de l'histoire de l'humanité, la masse d'armes. D'abord dérivée du gourdin, on a équipé ces armes très vite de têtes de pierre, puis à l'Antiquité de têtes de métal. La masse est un outil très efficace, très simple à manier et qui a été souvent un objet de pouvoir, symbole de pouvoir, puisque beaucoup de sceptres sont eux-mêmes des masses à échelle réduite. Au Moyen-Âge, c'est toujours le cas. Au XVe siècle, on voit sur les gisants beaucoup de chevaliers représentés tenant une masse d'armes, justement à cause de ce rôle symbolique. Au Moyen-Âge, on a des masses d'armes très tôt. C'est une arme qui a vraiment une image ambivalente. D'un côté, elle est représentée dans la littérature comme l'arme des méchants, c'est l'arme du démon, l'arme de Caïn sous la forme de massue, un biais qui sera confirmé par l'histoire occidentale à travers les affrontements contre les Sarrasins, qui eux-mêmes sont beaucoup équipés de masses d'armes. Mais c'est aussi, d'un autre côté, l'arme du pouvoir, comme on l'a vu, l'arme des ecclésiastiques qui choisissent de manier des masses d'armes parce qu'ils ont juré de ne point verser le sang. Et ça, on le retrouve partout dans l'histoire médiévale. On peut notamment penser à Odon
sur la tapisserie de Bayeux, qui est lui-même équipé d'un gourdin. Et ces masses d'armes au Moyen-Âge central, ce sont d'abord des petites têtes en fer, en laiton ou en bronze, de 100 ou 200 grammes, avec diverses formes, qui sont extrêmement efficaces contre les combattants peu protégés et les protections souples, même contre la cotte de maille. Au XIVe siècle, les masses d'armes vont beaucoup évoluer, on va en avoir de nombreux types, et au début du XVe siècle, on a une grande variété de choix dans le rayon. Alors les masses d'armes à une main, on en retrouve dans les forces de l'ordre, ce qui est très bien représenté dans le jeu, on en retrouve chez certains piétons, mais on les retrouve surtout chez les cavaliers, qui vont s'en servir de backup lorsqu'ils ont perdu leur lance ou leur épée. Ça va être une arme qui est très efficace contre les combattants peu protégés, contre les protections souples, mais beaucoup moins contre les armures. On a souvent l'idée que la masse d'armes va être capable de défoncer l'armure comme une boîte de conserve. Ça n'est pas le cas. Même des très grands coups de masse d'armes dans les parties les plus faibles de l'armure ne sera pas capable de l'enfoncer dans le combattant. Évidemment, le choc va faire très mal, mais ne va pas forcément indisposer le combattant. Ce sont donc les chocs à la tête qui sont privilégiés, qui, eux, peuvent assommer le combattant, mais rarement le tuer. Donc la masse d'armes n'est pas une arme antilorique si efficace que cela. D'ailleurs, au XIVe, XVe siècle, c'est parmi les moments où elle est le moins utilisée, et elle redeviendra un peu plus à la mode au XVIe siècle, où à ce moment-là, justement, les piétons portent moins d'armure que précédemment. L'autre arme de choc qu'on retrouve et qui elle aussi a connu un service très long pendant l'histoire, ça va être la hache. On a des haches au Moyen-Âge, évidemment depuis le début, qui se manient à une main, comme celle-ci, c'est un modèle du haut Moyen-Âge. Ces armes-là se manient donc avec un bouclier. On va voir apparaître des haches à deux mains à partir du Xe siècle, notamment en Scandinavie, des armes très importantes qui elles aussi sont un symbole de pouvoir. Au début du XVe siècle, on a toujours une grande variété de types de haches. On a toujours des haches à deux mains pour les piétons, des haches à une main pour les cavaliers et les piétons. C'est une arme toujours dévastatrice contre les combattants peu protégés, capable de délivrer de terribles chocs contre les protections un peu plus souples, mais c'est une arme trop simple pour défaire les armures complètes qui vont apparaître justement au XIVe, XVe siècle. C'est alors qu'intervient une nouvelle arme au XIVe siècle, la hache d'armes ou hache de pas. On va à cette période-là équiper notre hache d'un pic au bout, et puis du côté inverse de la lame de la hache, on va mettre un marteau ou un crochet. Cette arme-là est l'arme par excellence des hommes d'armes. C'est un outil coûteux à fabriquer, donc réservé aux guerriers d'élite. On en a des versions à une main pour les cavaliers, des versions à deux mains pour les hommes d'armes lorsqu'ils se battent à pied. Cette arme-là est extrêmement polyvalente, surtout lors du combat en armure. La partie classique en forme de lame de la hache va servir surtout à crocheter l'adversaire. La partie marteau va servir de masse d'armes, extrêmement efficace maniée à deux mains. Et le pic, lui, va servir à aller chercher les défauts de l'armure. En tout cas, ça va être une arme extrêmement populaire parmi les hommes d'armes. À la guerre, comme lors des tournois, ça va être l'arme favorite lors des duels, en tout cas dans le top 4, où on va retrouver l'épée, la lance, la dague et la hache d'armes. Malgré leur aspect brutal, les haches de pas sont des armes très techniques qui font l'objet de nombreux traités et qui sont même appréciées par la gente féminine. On peut notamment penser à Jeanne d'Arc qui elle-même était équipée d'une hache de pas. Et la dernière arme de choc que l'on va retrouver, c'est l'enfant bâtard de la masse et de la hache, c'est le marteau de guerre. Alors comme pour notre hache d'armes, on en a des versions à une main, surtout prisées par les cavaliers, on en a des versions à deux mains pour les hommes d'armes à pied. On a les mêmes caractéristiques. On va avoir un pic au bout pour aller chercher les défauts de l'armure, on a un côté marteau qui va servir de masse, et un crochet de l'autre côté, qu'on appelle souvent bec de corbin, qui lui va servir à concentrer la force d'impact. La dernière catégorie d'armes que l'on retrouve, ce sont les armes d'ast, qui sont des armes montées au bout d'un long manche. Certaines sont d'origine purement militaire, d'autres d'origine paysanne. Ces armes-là se sont surtout développées au XIVe siècle et sont restées pour la plupart en usage jusqu'à la Renaissance. Généralement, elles sont très efficaces dans leur rôle civil, souvent dans le maintien de l'ordre, mais elles le sont aussi dans leur rôle militaire, où lorsqu'elles sont maniées en formation, elles sont capables d'être redoutables contre l'infanterie comme contre la cavalerie. Les modèles que l'on retrouve dans Kingdom Come sont des modèles très célèbres. On a d'abord la hallebarde, qui est une forme de hache montée sur un très long manche, avec un crochet et un pic, un peu comme la hache d'armes. On va aussi avoir le glaive, qui est une grande lame montée au bout d'un manche qui est très efficace. On retrouve aussi la vouge, qui est une arme très efficace, très polyvalente. On a aussi une lance équipée d'un crochet. Ce genre d'arme était présente dès le Moyen-Âge central, très efficace contre les combattants équipés de cottes de mailles. On
On peut penser notamment au célèbre épisode de Guillaume le Maréchal qui, en Flandre, se fait attaquer par des piétons équipés de ce genre d'armes et qui se fait enlever des anneaux de sa cotte de maille justement. On les a encore à la fin du Moyen-Âge parce que ce sont des armes presque indémodables. Et pour les armes d'origine paysanne, on en a une grande variété aussi. Souvent, ce sont des outils agricoles détournés de leur usage originel. Les paysans, il arrive parfois qu'ils soient réquisitionnés par leur seigneur ou alors qu'ils se révoltent contre ce même seigneur. Ils vont utiliser leurs outils à des fins militaires, donc on va retrouver des lames de faux redressées, des faucilles mis au bout de très longs manches, ou alors des outils qui ne sont pas modifiés du tout, comme les fourches, on en a d'ailleurs dans Kingdom Come Deliverance, ou alors les fléaux, qui eux aussi feront l'objet de traités d'arts martiaux historiques. Alors pour conclure, que peut-on dire de ce Kingdom Come Deliverance 2 ? Eh bien, dans l'ensemble, on a quelque chose d'assez satisfaisant, on a une proposition d'armes du début du XVe siècle qui est très complète. Si on est vraiment pointilleux, on ne colle pas 100% à ce qu'on connaît de la réalité historique, mais on a quelque chose de plutôt satisfaisant et qui s'en approche. D'autant plus que le jeu dans son ensemble fait assez peu de concessions au cahier des charges postmoderne auquel on est habitué, et on se retrouve du coup avec une expérience historique peu dénaturée justement. Et plus de compagnies de production, que ce soit de films et de jeux vidéo, devraient s'en inspirer, puisque là le jeu vidéo, et ça pourrait être le cas aussi pour un film, devient un moyen pédagogique extrêmement efficace puisqu'on mélange justement la pédagogie et l'aspect un peu plus ludique. Donc voilà, je pense que c'est ce qui nous permet de conclure pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie les équipes de tournage qui m'ont accompagné, le château de Biron qui nous a accueillis, c'est un lieu absolument exceptionnel. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.